son FESPACO et nous sommes super heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et on espère que tout le monde se porte super bien. Il sera question de cinéma, on discutera ensemble encore une fois et je ne suis pas seule, vous le savez, juste à côté de moi pour mener de main de maître cette émission, je suis accompagnée de Tom Ouedraogo à qui je passe le bonsoir. Comment ça va Tom? Ça va très bien, bonsoir Stéphanie, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Et oui, ce deuxième rendez-vous dans BF1 fait son FESPACO. Nous sommes là ensemble pour parler de cinéma, pour profiter d'invités qui vont venir échanger avec nous sur le thème de ce soir. Et ce thème ce soir, Stéphanie, c'est donc quelle est la contribution des comédiens et techniciens à la création de films burkinabés de qualité. un vaste thème où nous allons recevoir, et peut-être même sans beaucoup plus attendre, nous allons recevoir, j'ai ici à ma gauche un monsieur qui a commencé en tant qu'acteur, puis sur les plateaux de cinéma. Il a pu travailler avec d'illustres réalisateurs tels que Danny Kouyaté ou encore, évidemment, Dao Abdoulaye. Et on se rappelle très bien qu'en 2019, il a été primé pour le film qu'il a co-réalisé avec donc Dao Abdoulaye, Les Charognards. Nous recevons Eric Lengani et je demande à notre cher public qui est avec nous de l'applaudir très fort. Et juste en face de lui, nous avons la charmante et talentueuse Éléonore Cocty, comédienne de théâtre et de cinéma. On l'a vue dans pas mal de longs métrages, mais on se souvient que la première fois que l'on la voit, c'est à la télévision dans la série Wagalove. Et aujourd'hui, elle nous vient depuis novembre 2020. Elle a le trophée de la meilleure interprète féminine de cinéma au Burkina Faso. Merci d'applaudir très fort pour Éléonore Cocty. Il nous fait l'honneur de venir nous accompagner ce soir avec une longue carrière de cinéaste, mais cinéaste spécialisé dans la musique de film. Une carrière qui commence dès 1997 sur des plateaux français, mais également on se souvient de lui dans Les Hommes du Faso, dès 1997, documentaire de création par CFI. Il travaille dans tous les domaines. Le dessin animé, le documentaire, le cinéma, la série télé. On reçoit avec beaucoup de plaisir M. Arnaud Debuchy, auteur de musique de film. Et donc, pour l'image, nous recevons un chef opérateur de prise de vue. Il a collaboré dans pas mal de productions qui ont, entre autres, été sélectionnées dans certaines éditions du FESPACO. On se souvient, par exemple, de la série Fabiola que vous avez fortement appréciée. Également, Le Bonnet de Modibo, d'autres films documentaires tels que Kogolwego Land ou encore Une Révolution africaine. Tibiri Koura, alias Tibos, est des nôtres ce soir. Merci d'applaudir très fort pour lui. Et naturellement, on n'oublie pas de dire un grand merci à notre public, comme tu l'as si bien dit, l'association des ciné-clubs universitaires. Merci beaucoup les amis d'être avec nous ce soir encore une fois. Et le BF1 fait son FESPACO, c'est pas juste ce plateau, Tom. Non, BF1, ce n'est pas juste ce plateau pour le FESPACO, c'est naturellement ce qui va suivre notre émission. Ce sont chaque soir des diffusions de films africain. Un court-métrage suivi d'un long-métrage. Et ce soir, Stéphanie, Ce soir, nous avons comme court-métrage La lutte continue de Marie-Laurentine Bayala, extrait. Non seulement, elle va se faire écraser comme une mouche. Et en plus, ils honorent toutes les femmes du village. Quand on vous dit de bien éduquer vos femmes là, vous ne le faites pas. Voilà les résultats maintenant. Qu'attends-tu pour aller la réduire?
Donc, c'est prévu pour 22 h en court-métrage. Et juste après 22 h 30, à bout de souffle de Oumar Dayan, toujours sur BF1. De la part du grand maître. Sans nous, cette usine-là ne fonctionnera pas. Tout le monde a été payé sauf moi. Je me suis plaint, ils m'ont viré. Quoi? Tu dois le retrouver et l'introniser comme représentant de l'Ouest des Chevaliers de l'Ombre. Police! Maintenant! Puis savoir pourquoi tu as assassiné M. Baron. Ce qui est fait est fait. On oublie ça et on passe à autre chose. Sonia, ouvre la porte. Malik, qui es-tu? Je n'ai pas toujours été celui que tu crois. Et bien voilà, le programme ainsi déroulé. Donc, dès cet instant jusqu'à minuit, vous aurez droit à ce plateau spécial. La BF1 fait son FESPACO. Et à présent, place à l'échange et à la discussion avec nos invités. Et oui, alors, nos 4 invités, j'ai envie de commencer avec notre cher ami Eric, au parcours si atypique. Eric, tu commences comme acteur et tu rentres maintenant sur les plateaux de réalisation, de l'autre côté de la caméra. Beaucoup de postes différents. Parle-nous un petit peu de ça. Quelle a été cette motivation? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es comme ça, je veux dire, projeté, lancé dans ce domaine jusqu'à devenir le réalisateur que tu es aujourd'hui? Il faut d'abord commencer par avouer que même le cinéma, je suis arrivé par hasard. C'est pas moi qui suis allé au cinéma, mais c'est le cinéma qui est venu à moi, comme j'aime à le dire. Parce que quand je m'inscrivais à l'université, c'était pour faire journalisme. C'était ma vocation première que je pensais à l'époque. Et après, on a vu, ils sont venus placarder au sein de l'université sur le campus là, qui avait un casting pour faire À nous la vie à l'époque. Ouais. Et À nous la vie à l'époque, j'ai un ami on venait à l'école, on venait sur le campus sur la même moto. C'est lui que j'ai amené, c'est lui qui était plus ou moins intéressé. Moi, je l'ai juste amené et je l'ai amené. C'était Saïlis à l'époque qui était à Wentenga, pour ceux qui se souviennent. Et Dani Kouyaté est sorti comme ça, il m'a vu sur la moto. Assis, les autres étaient dedans pour le casting. Moi, j'attendais que mon camarade finisse pour qu'on parte, quoi. Je dis, mais je fais quoi là? Je dis, non, moi, j'ai juste envoyé quelqu'un pour faire un casting. J'attends qu'il finisse et puis on va partir. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, non, pas vraiment, quoi, parce que c'est pas mon histoire, ça. Il dit, mais rentre quand même, rentre et tu t'assois. Ben, je suis rentré dans la cour. Et quand je suis rentré, il distribuait un peu des essais scénarios pour le casting, avec liste de présence et tout. Arrivé à mon niveau, je me suis prêté au jeu, j'ai rempli et tout. Il y avait près de 450-500 jeunes qui ont essayé d'auditionner, ils ont retenu 8. Et figurez-vous que dans les 8, j'étais dedans. L'homme qui n'est pas venu pour faire ça, j'étais dans les 8. Et comme par magie et échange de rôle, c'est celui qui voulait faire cinéma qui est aujourd'hui journaliste. D'accord. Et c'est moi qui me promène sur les plateaux de cinéma. C'est un peu comme ça déjà que ça a commencé. Et très tôt, j'ai compris en fait que ce milieu, juste après À nous la vie, j'ai compris que ce milieu était plus ou moins fait pour moi. Et après, j'ai commencé véritablement à m'intéresser à ce qui se passait, non plus devant la caméra, mais plutôt derrière la caméra. Donc du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Abdoulaye Dao, qui très vite m'a accepté dans l'équipe de Vis-à-vis. À l'époque, on tournait dans les studios de la RTB. On a commencé là-bas comme stagiaire et tout. Ensuite, je faisais art et communication. Et après, il a fallu quand même s'intéresser au cinéma. Donc, du coup, des cours à distance, les masterclass, les trucs, etc. C'est un peu comme ça. Et la personne encore qui m'a donné l'occasion de véritablement travailler premièrement sur un long métrage en assistant de réalisation, c'est encore Dani Kouyaté. C'est Ouaga Saga. Qui m'a encore donné l'occasion pour la première fois de bosser sur un long métrage. Et c'est de là que c'est parti assistant de réalisation, réalisateur et tout, etc. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Formidable. Et ce thème alors qu'on a abordé tout de suite, comment tu le comprends, comment tu le traduis ce thème-là? Quel est l'apport des techniciens, des comédiens à la réussite d'un film en général? On parle évidemment de l'histoire, on parle de la réalisation. Quelle est cette partie importante de la technique et
des comédiens. Donc toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là? D'abord, allons sur une base qui est très simple. Sans comédien, pas de film. Déjà, c'est la matière de base, c'est le comédien. Sans comédien, il n'y a pas de film. Même si on a un dessin animé, il y a toujours des comédiens derrière qui prêtent leur voix. C'est souvent ce qu'on a tendance à oublier. Même sur un dessin animé, un film d'animation, il y a un comédien quelque part qui se cache derrière. Donc du coup, le comédien, c'est la matière première pour la réalisation de ce film. Certes, il y a les techniciens qui, après, gravitent autour, ils font de telle sorte que ce comédien il soit hyper bien vu. Ils font de telle sorte que ce comédien il soit important. Est-ce que le technicien est d'accord avec ce principe-là? Le plus important, le premier sur le plateau, c'est l'acteur? C'est l'acteur parce que tout le monde travaille pour l'acteur, pour que ce que l'acteur fait, pour que son jeu réponde au résultat escompté. Donc c'est l'acteur, on met la lumière sur l'acteur et on fait action pour l'acteur. Donc c'est pour l'acteur qu'on travaille tous. Au moment du tournage, oui, c'est l'acteur qui est prioritaire. Qui est au centre. Malgré toute la préparation, malgré l'écriture, malgré toute cette équipe derrière qui travaille depuis des semaines avant que le tournage d'ailleurs ne commence. Avant que le tournage ne commence, dès que le tournage commence, c'est l'acteur qui est au centre. Parce qu'avant le tournage, il y a la préparation et pendant cette préparation, donc, tous les techniciens ont fait des repérages, ont vu là où on doit travailler, là où on doit tourner. On ne verra jamais même les comédiens pendant cette période-là pour la plupart du temps. Souvent, on peut faire venir des comédiens pour des essais caméra et pour voir le rendu par rapport à certaines séquences spécifiques pendant la préparation. Donc, mais dès qu'on commence le tournage, c'est l'acteur. Quand l'acteur est bon, ça roule. Quand la lumière est bonne, ça roule. Mais maintenant, tout se fait pour que l'acteur soit à l'aise. Tout est mis en œuvre sur le plateau pour que l'acteur soit à l'aise, pour que l'acteur puisse bien donner comme on veut. D'accord. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que sur ce plateau, on a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec les termes dans l'univers du cinéma. Mais c'est quoi le rôle de l'opérateur prise de vue? Le chef opérateur de prise de vue est le responsable technique, esthétique et même dramatique du rendu du film, des images. Okay. Il est le responsable de l'image parce que le réalisateur peut avoir... Il veut quelque chose. Souvent, il n'a pas exactement même les mots pour le traduire, mais tout de suite, par rapport à sa description dans le scénario, il essaie de t'expliquer, je veux que ce soit comme ça, je veux qu'on avance doucement, qu'on fasse ça. Et à partir de ce moment, le chef opérateur doit se rendre compte quelle machinerie utiliser, peut-être en même temps quelle lumière, comment composer sa lumière, et pour pouvoir faciliter le travail et justement avoir le résultat recherché par le grand patron. D'accord, ok. Ça, c'est, on va dire, l'organisation normale, classique. Oui. Mais est-ce que ça se passe toujours comme ça? Ce n'est pas toujours comme ça parce qu'on n'a pas tout le temps peut-être les moyens pour faire tout ce qu'on veut. D'accord. Voilà, on n'a pas tout le temps les moyens pour faire ce qu'on veut. Et donc souvent, je prends un exemple simple, les réalisateurs peuvent vous demander tel effet, telle chose et telle chose. Mais maintenant, si en amont, pendant la préparation, les choses n'ont pas été comme il le fallait, ou bien si la production ne suit pas le pas de ce que du budget qu'il faut, peut-être on va dire, bon écoute, pour ça il nous fallait peut-être une grue, il nous fallait peut-être voilà, un Steadicam, il nous fallait peut-être des rails, et tout de suite on se met à passer au système D, et donc voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. C'est sûr. Alors on l'a dit, hein, tout ça pour mettre en lumière le jeu de l'acteur. Oui, mais en même temps, je rebondis puisque tu nous as dit que tout était mis en place pour favoriser le jeu de l'acteur, pour lui permettre de performer. La comédienne et actrice qui est sur le plateau, est-ce qu'elle a le même ressenti? Est-ce que toujours tout est fait, tout est mis en place effectivement sur le plateau pour aider les acteurs? Ou est-ce que parfois on se sent peut-être un peu tiraillé par des problèmes techniques d'installation, de matériel? Ou est-ce qu'effectivement le plateau et les techniciens ont toujours tout le temps à vous accorder qu'il faudrait? C'est pas toujours le cas sur tous les plateaux, mais c'est, on va dire, c'est en règle générale ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'une fois que le plateau a commencé, on est au centre de tout. On a l'attention de tout le monde, du réalisateur, des techniciens, parce que justement c'est le jeu, là comme il disait tantôt, qui compte. Et donc c'est... On va dire que c'est l'acteur. Une fois sur le plateau, c'est l'acteur qui compte.
Une fois en tout cas qu'on dit action. Une fois qu'on dit action. Une fois qu'on dit action. Et entre les prises, qu'est-ce qui se passe? Entre les prises, en fonction des plateaux, en fonction des moyens qu'on met, en fonction aussi de l'importance, par exemple, que le réalisateur ou le producteur accorde aux comédiens, ça dépend. Donc, vous pouvez être chouchouté, vous pouvez être, pour quelques rares cas, on va dire un peu laissé sur le côté. Bon, c'est à toi avec ton professionnalisme, par exemple, de savoir gérer ces situations-là et de comprendre que peut-être c'est parce qu'il n'y a pas tous les moyens mis en place que voilà, c'est comme ça. J'ai quand même envie de savoir. Oui. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a tout un travail de préparation avant justement le fameux silence plateau action. Justement. Est-ce que à quel moment commence l'intervention du comédien? C'est pas quand on dit action tout de même. Alors, l'intervention du comédien, c'est à partir du moment où le réalisateur ou le porteur de projet lui fait appel. Donc, il nous fait appel, il nous dit, par exemple, j'ai besoin que tu interviennes sur mon projet, donc on va discuter de ce projet-là. Et nous, on lit le scénario, on va chercher à comprendre notre personnage. Répétition? Travail de table? Oui, pour certains. C'est vrai que ce n'est pas très courant sur les plateaux, mais en tout cas, il y a beaucoup quand même de productions qui essaient de faire des répétitions. Le travail de table, comme vous disiez tantôt. Pendant ce travail de table-là, il s'agira justement de concilier, par exemple, la vision du personnage de votre réalisateur avec votre vision à vous. Et bien sûr, il y a la part de liberté aussi du comédien, parce que c'est pas toujours serré. Si on vous demande d'être vraiment serré sur la vision du réalisateur, ok. Et sinon, quand même, en tant qu'acteur, on a souvent la possibilité d'ajouter son grain de sel, comme on dit. De créer. Exactement. L'acteur est un artiste, l'artiste est un créateur. C'est ça. Mais pour le technicien, c'est pas un peu frustrant? Ces mois de préparation, de repérage, de discussion, d'échange, et puis à un moment donné, il faut s'effacer derrière l'acteur qui vient d'arriver et qui prend toute la lumière. Il n'y a pas des moments où on a envie de lui dire quand même, hé, c'est grâce à nous. C'est quand même grâce à nous que tu es là, il ne faudrait pas l'oublier. Non, c'est pas possible, parce que quand on est professionnel, on comprend, c'est comme ça, on est formé pour ça, on comprend ce qui se passe dès que les comédiens sont là. Souvent, même moi-même en tant que chef opérateur, souvent quand je suis sur un plateau, peut-être j'ai un tabouret à moi, et puis pendant qu'on est en train d'ajuster la lumière, ou bien qu'on dit il y a un avion qui passe, il faut suspendre à cause du son, et que je vois que le comédien est debout, je peux demander qu'on lui apporte mon tabouret à moi, ou bien quand je vois qu'il y a le soleil et tout, je peux demander. Normalement, dès qu'ils sont au soleil, on doit envoyer les machinistes, il y a des personnes sur le plateau, des techniciens qui vont envoyer des parasols et tout. Et donc souvent, même quand ce n'est pas fait, nous les interpellons tout de suite. Allez-y, il faut mettre les comédiens à l'aise. Mais d'ailleurs, j'ai souvent l'impression qu'entre l'actrice et le chef opérateur, il y a souvent une relation amicale bien particulière, parce que l'actrice sait très bien que c'est le chef opérateur qui la met en lumière. C'est grâce à lui qu'elle sera au maximum de son émotion, mais aussi de son charme. Et donc, j'ai l'impression que, ou bien je me trompe, mais on voit souvent les actrices, les comédiennes être particulièrement attentionnées vers le chef opérateur, puisque une partie, évidemment, de la qualité de leur jeu passera par lui. Vrai, faux ou non? Tu ne t'en occupes pas du tout ou... C'est vrai. Allez, dis-nous. Allez, on est là entre nous, on peut en parler. Alors, bien sûr, c'est vrai, parce que c'est lui qui est à la caméra, c'est lui qui voit, par exemple, si tu es au meilleur de ta pose, parce que en fonction du projet, on ne va pas, par exemple, donner un mauvais profil. Genre, il va dire, tu es à ton avantage quand tu te postes plutôt comme ça ou quand tu es plutôt comme ça. Donc il y a une vraie complicité qui s'installe. Exactement. Donc c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a complicité. Et cette complicité aussi, on va dire, ça dépend on va dire, des intentions de tout le monde. Parce que quand on se dit tous que c'est notre projet, on a tous intérêt à ce qu'il marche. Donc, on développe on va dire des réflexes comme ça. J'ai envie de... Si oui, un petit peu. En fait,
L'acteur, en mettant en scène l'acteur, c'est le concentré de tout ce que les techniciens font dans l'ombre. Ouais. C'est l'acteur qui porte les costumes que le costumier a choisi. C'est l'acteur qui évolue dans la lumière que le chef a choisi. C'est l'acteur qui prête sa voix au son. C'est l'acteur qui, donc du coup, tout ce qu'il fait tourne autour de l'acteur. C'est l'acteur qui met en exergue tout ce que les techniciens ont fait en amont. C'est à l'acteur en fait de mettre ça en exergue. Même au niveau de la mise en scène, que ce soit même avec chez nous, au niveau de la mise en scène, c'est l'acteur qui rend ce que nous avons pensé. C'est que nous, notre ressenti, comment est-ce que nous voyons, notre vision, c'est grâce à l'acteur que cela se voit sur le truc. Et pour la musique? Parce que la musique, elle vient maintenant comme un élément, justement, cette musique, elle arrive à quel moment? À quel moment elle s'implique? Puisqu'il y a évidemment, il n'y a pas de musique sur le plateau. Quand on tourne, il n'y a jamais de musique. D'ailleurs, même dans les scènes... Silence exigé, en plus. Silence exigé. Il y a des cinéastes qui utilisaient la musique sur le plateau. D'accord. Il y avait des cinéastes qui demandaient à ce que la musique soit faite avant. Lelouch a fait ça, avec Francis Lay. Il mettait la musique sur le plateau, Francis faisait la musique avant, et puis ensuite, il tournait. Moi, je dirais sur la musique, en fait, même si la musique est en aval, elle est également tournée vers l'acteur. Parce que quand on passe des mois sur un film, quand on crée la musique, on crée pour l'acteur. On regarde l'acteur, on regarde son jeu, on regarde... Et donc effectivement, là nous aussi on met la lumière sur l'acteur, on met du son, on met des thèmes, on met des timbres, on met des accords. C'est lui qui porte l'histoire. Exactement, et j'allais dire exactement comme pour le technicien, le chef opérateur, on est là nous aussi pour traduire ce que le réalisateur n'a pas forcément, pour lequel il n'a pas forcément les mots. Et donc nous, on est exactement comme le chef opérateur, on va mettre la lumière sur l'acteur. Et je dirais même que pour aller plus loin, la musique, c'est ce que je dis toujours au réalisateur, la musique c'est un acteur du film. Et la meilleure façon d'un réalisateur de diriger son compositeur, c'est ce que moi je leur dis, mais je dis, mets-moi en scène. Qui je suis, où je suis dans la scène. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que j'ai un moment fort? Est-ce que je dois peu parler? Est-ce que j'existe? Est-ce que je n'existe pas parce que je ne suis pas présent tout le temps? Voilà. Oui, mais en fait, moi, ce que j'entends finalement, c'est que c'est vrai qu'on met la lumière sur l'acteur parce qu'à la fin, le cinéphile, il aura en mémoire la tête de l'acteur. Il se remémorera le film à travers le jeu de l'acteur. Mais l'image, comme la musique, contribue à transmettre l'émotion à travers le film. Parce que quand il y a une scène d'émotion qui se prépare, une scène de suspense, de danger, comment le ressentons-nous, cinéphiles, téléspectateurs? Souvent, c'est à travers la musique. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment l'acteur seul qui porte ça à la fin? Je pense que c'est un ensemble de paradigmes qui se mettent en place dans un film. Et la musique ne fait pas tout. Et parfois, la musique a beaucoup plus de force lorsqu'elle n'existe pas au moment où on pourrait penser qu'elle existe. C'est pas parce qu'il y a une scène de suspense qu'il faut à tout prix mettre une musique de suspense, si je puis dire. C'est pas parce qu'il y a un moment extrêmement une grande émotion très sensible qu'il faut impérativement mettre une musique qui est censée nous tirer l'alarme. C'est pas vrai. Il faut d'abord regarder si la séquence tient toute seule. Il faut d'abord s'intéresser au jeu de l'acteur. Est-ce que l'ensemble, le son, est-ce que la qualité du montage son qu'il y a derrière, est-ce que tout ça va contribuer? Et là, le réalisateur a son mot à dire. Il peut nous dire, là, je veux vraiment que toute l'émotion passe uniquement par le son, uniquement par le jeu de l'acteur. Et là, nous, on va chercher à quel moment on va intervenir. C'est une chose absolument capitale lorsqu'on a, comme moi je suis un vieux routier maintenant peut-être de la musique de film, on s'est toujours posé la question, à quel moment on va rentrer dans la scène, à quel moment on va en sortir, et puis à quel moment on va vraiment dire quelque chose. Voilà, il y a toujours ces trois points, un début, un milieu, une fin, et dans la musique c'est exactement la même chose. Et parfois il faut rentrer dans la scène, il faut se retirer parce que l'acteur, le jeu, la lumière, le son a beaucoup plus à dire. C'est cette alchimie qui est... C'est vraiment tout un ensemble. Et pour le réalisateur, comment on fait justement pour composer cette équipe-là, pour s'assurer, parce que chacun doit être à peu près en connexion avec l'idée à la base du film, qui n'a peut-être pas été dit dans les mots, qui n'a peut-être pas été décrit, mais qui vont être transmis à travers la musique, l'image ou le jeu de l'acteur. Donc comment on s'assure d'avoir les bonnes personnes pour rendre un bon film? Les bonnes personnes, ça veut dire artistiquement et techniquement. Absolument. Ok. J'ai envie d'aller continuer ce que tu dis. Est-ce qu'on a besoin que sur le plateau, tout le monde soit dans la même compréhension du film et de la volonté du réalisateur? Idéalement, oui.
Idéalement, oui. Idéalement, oui. Pourquoi je dis idéalement? Parce que on travaille tous dans l'optique de faire exister une idée, une pensée qui existe que sur papier. Ce qu'on appelle un débat moral. Exactement. Donc, du coup, il faudrait que nous soyons tous sur la même longueur d'onde pour être sûr que nous avons la même compréhension du projet sur lequel nous sommes tous embarqués. Parce qu'on ne fait pas deux projets, on fait un seul projet. Il faudrait que tout le monde soit d'accord sur le projet sur lequel nous sommes en train de bosser. S'il y a des incompréhensions quelque part, c'est mieux que ce soit levé avant. D'où l'importance des lectures techniques que l'on fait avant le tournage, avec tout ce qu'il y a comme chef de poste, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. D'où les répétitions avant aussi le début du tournage avec les comédiens, pour qu'ils comprennent exactement quelle est la direction artistique à vouloir donner sur ce film. D'où aussi les différentes rencontres avec le compositeur, pour que déjà, dès le début, parce que l'erreur qu'on a souvent tendance à commettre, c'est de faire la musique après le film. C'est après avoir monté qu'on veut faire la musique. Non, pensez la musique pendant l'écriture. Pensez la musique pendant la préparation. Tout ça, c'est important. Il faut être aussi en adéquation avec aussi la personne qui doit proposer la musique. Il faut être en adéquation avec la personne qui va monter. Il faut être sûr que la personne monte parce qu'il y a une autre écriture post-prod qui s'est faite après. Parce que le film n'est jamais totalement écrit tant qu'il n'est pas fini. On peut toujours le réécrire. On réécrit toujours le film. Donc, il faut être en adéquation avec tous ceux qui rentrent dans la chaîne de production de ce produit. Si on ne partage pas la même vision, d'un chaînon à un autre, on va se retrouver toujours en train de vouloir fabriquer un autre produit qui n'est pas le produit initial. Éléonore, c'est toujours évident de savoir de quel produit on parle. C'est toujours évident de comprendre ce que les réalisateurs attendent. Est-ce qu'on n'a pas des fois l'impression d'être un peu perdu dans un univers qu'on a du mal à comprendre? On va dire que c'est toujours un travail à faire. Donc, quand on a pris le temps de faire ce travail-là, avant d'en arriver au plateau, on peut comprendre. Mais comme on sait que souvent ça ne se passe pas comme on voudrait, tu peux être pris, comment dire... Dépourvu? Au dépourvu, oui. par exemple. On peut t'appeler, on te remet un scénario, on te dit, par exemple, tu joues aujourd'hui ou bien tu joues demain. Et quand c'est des brefs délais comme ça, c'est pas toujours évident. Si tu n'as pas le temps, par exemple, de lire le scénario et de comprendre, de chercher vraiment à comprendre tout ce qu'il y a comme enjeu, c'est pas évident. Bon, on se dira quand même que quand on atteint un certain niveau d'expérience, c'est beaucoup plus facile pour le comédien de rentrer dans l'esprit du scénario. Ça, je pourrais dire oui, mais je pense que c'est un piège. C'est un piège parce que justement, les plus grands comédiens ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Exactement. On va dire au cinéma comme au théâtre d'ailleurs, on se dit que quand tu dois faire quelque chose, quand tu dois incarner ou camper un personnage et que tu n'éprouves pas, on va dire, et que tu n'éprouves le moindre, on va dire, la moindre peur, c'est un piège. Parce que on va tout de suite, exactement, on va toujours tout de suite vers ce qu'on connaît, qui n'est pourtant pas forcément ce qui est recherché. Trop d'assurance peut être dangereux. Fatal. D'accord. Les automatismes sont parfois... Mais je crois que c'est tout à fait... Et je sais que beaucoup de comédiens, justement, font régulièrement des stages, même arriver à d'illustres sommets, justement pour se laver. Et je sais qu'il y a une image comme ça, tu sais, le comédien devient un peu comme un grand bateau qui traverse la mer, qui emporte les spectateurs avec lui, mais c'est traversé parfois, il y a des coquillages qui viennent se coller à la coque. Et régulièrement, il faut passer en soute pour nettoyer tout ça, pour que le comédien reste frais pour le prochain film. J'ai une question pour le compositeur de musique. Est-ce qu'il intervient finalement sur le plateau de tournage? Absolument jamais. Absolument jamais. Et je dirais c'est tant mieux. Et je dirais c'est tant mieux. C'est vrai que le vœu pieux que font les compositeurs, c'est d'être déjà, au moment de l'écriture, comme disait Eric très justement, c'est vrai que souvent les scénaristes ou les scénaristes-réalisateurs ont déjà des idées de musique, effectivement. Mais le tournage, c'est le tournage. C'est un moment qui est quand même... C'est un accouchement, un tournage.
C'est quelque chose qui est très très long, donc on peut faire de la musicothérapie si on veut pendant le tournage, mais je pense pas que ce soit vraiment... Pour faire des fois descendre un peu les tensions éventuellement. Oui, exactement. Non, mais je pense que c'est pas souhaitable parce que si effectivement on peut avoir eu des discussions avant avec le réalisateur, on peut avoir des pistes de réflexion, on a des recherches. C'est au moment où arrivent les images que la partition arrive. La partition, c'est les images. C'est avec ça qu'on va construire. Donc quand on reçoit les premiers montages, d'ailleurs c'est un moment fabuleux parce qu'on reçoit les premiers montages et là on découvre les acteurs que l'on a peut-être vus ou que l'on connaît peut-être, ça arrive, et on les découvre et là on se dit bon voilà, lui il va falloir que je l'aime ou pas, elle il va falloir que je l'aime ou pas. Et donc on va commencer à s'identifier. Donc il y a ce moment de mise en abîme, à savoir que pour autant, le compositeur reste assez solitaire. Ses seuls interlocuteurs, ça va être le réalisateur, le monteur. Et puis souvent, nous, les comédiens, on les connaît par cœur, on connaît leur mimique, on les connaît. Puis quand on arrive dans les soirées de présentation de gala, on leur dit bonjour, mais eux, ça ils savent pas, ils savent pas qui c'est. Voilà. Justement, on a un petit élément quand même fruit de votre travail. On va le visionner et on revient. Ah oui. Alors, le bois, il est pas piqué, hein. Il est pas piqué, il est sautillant, mais il est pas piqué. Là, tu fais liaison, tu peux lier. Tu peux lier. Joue un peu plus fort aussi, tout ce que tu peux mettre. Mais voilà, le bois est plutôt lié. C'est vraiment ceux qui sont piqués, c'est vraiment violoncelle, basson, mais en fait, c'est mes do forte partout. Oui, c'est mes do forte. Ce que vous avez, c'était bien, parce que c'est plutôt un long crescendo. On commence parce que les violons prennent le thème. Tu bouges, t'es mort. D'accord, c'est pas bon, non. C'est bon. Je ne comprends pas ma banque, mais c'est trop. Viens, va. Vous partez où? Un de nous n'a pas encore déjà. On est cette bouche plus. Vous trois, passez comme ça. 10, passez ici, on se retrouve ailleurs. Reste là. Laissez-moi, moi aussi, quoi. Laissez-moi. Laisse-moi. D'accord, on se retrouve au Kinshasa. Éloquent, vraiment, et vraiment, j'en profite pour rappeler que cette série Invisible est la première création au canal original en Afrique de l'Ouest, tournée à Abidjan par TSK Studio, qu'on salue d'ailleurs bien chaleureusement. Ça a été une belle aventure, c'est formidable de les voir comme ça sur le plateau, de voir cet orchestre symphonique quasiment les suivre. Donc là, vous êtes à l'image.
Oui, alors là, l'extrait était pour illustrer. D'abord, effectivement, moi je salue Alex Ogou, qui était le réalisateur de cette série. Effectivement, c'est la première série création originale Canal+, première série africaine primée à La Rochelle. C'est-à-dire qu'au Festival des séries, il n'y avait jamais eu une série africaine qui a été primée, donc il faut quand même le dire. C'était une aventure extraordinaire. Moi, vraiment, c'est une des plus grandes aventures de musique de film, ici sur le continent. Et le sujet était tellement passionnant. Alex est un réalisateur tellement motivant qu'on a tout mis en œuvre pour réunir un orchestre symphonique. C'est-à-dire que là, vous avez une petite partie, mais on avait 45 musiciens quand même. Sur 2 séances. C'est très lourd. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça coûte une fortune, hein, bien entendu, mais bon, il y a des secrets qui font qu'on arrive à certaines choses quand on le veut. On peut remercier Kara Touré aussi, le producteur. Alors oui, bien sûr, Kara a été extraordinaire parce qu'il a vraiment suivi. Effectivement, tout le monde a suivi. Avec le peu de moyens qu'il y avait, on a retroussé nos manches. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que ça fait de recevoir le film sans musique et à la fin de le revoir avec le fruit de votre travail? Je sais pas, je me tourne, je reposerai même cette question au comédien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au début il y a juste un scénario, il y a un texte à apprendre, on fait des répétitions, on tourne, on ne voit pas, puis à la fin on voit les images, on découvre des scènes coupées, des scènes montées. Je dirais que il y a plusieurs aspects, parce que ça dépend, des réalisateurs peuvent avoir une vision très précise et nous demander des choses, on veut de la musique là, on veut pas de musique là. Moi, mon travail est un petit peu différent aujourd'hui, bon, peut-être de l'expérience, c'est qu'on me dit plus rien. On dit, bah non, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il faut que je fasse une véritable analyse. Ouais. Et ce que je trouvais intéressant dans le petit document que je vous avais préparé, parce que vous aviez souhaité avoir quelque chose, c'est qu'on voit l'orchestre qui joue exactement la partition qui est à l'image. Hein, c'était volontaire. Effectivement, plus les rajouts qui ont été faits derrière, bien sûr. Mais il y a un côté mise en scène, parce qu'on travaille avec les musiciens, comme un réalisateur va travailler avec des comédiens, on va leur expliquer ce qu'ils vont faire, pourquoi ils le font, et on va les mettre en scène eux aussi. Voilà, donc c'était ça l'intérêt. Alors après une fois que la musique est faite, je sais pas, moi j'oublie. Hein. Une fois que c'est fait, j'oublie. C'est en regardant longtemps après, tiens, j'avais fait ça. Tiens. Je me dis, c'est pas mal, bon, on aurait peut-être pu faire mieux. Et le chef opérateur, est-ce qu'il a sa petite musique à lui intérieure? Est-ce qu'il pense à une musique quand il prend ses images, quand il cadre, quand il imagine tout ça? Il y a de la rythmique dans la façon de tenir la caméra, de la déplacer, de filmer l'acteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est installé, justement, parmi cette préparation, cette explication, comme Eric le disait tout à l'heure, on est tous dans la même idée, et du coup, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une musique qui s'installe? Parce que tout est rythme quelque part. L'acteur est rythme, la caméra est rythme aussi. Et d'ailleurs, une œuvre fonctionne quand le rythme est trouvé. C'est ça. Effectivement, tout est rythme. Et pour dire plus, généralement, peut-être même avant de commencer la préparation, la première personne avec qui le chef opérateur est très rapidement en contact, très souvent, c'est le chef opérateur. Le réalisateur, le chef opérateur. Parce qu'en général, comme il a dit, c'est rare de croiser un réalisateur à qui on impose un chef opérateur. Non, jamais. Très souvent, il choisit son chef opérateur, ou soit en fonction du thème filmique, du type de film qu'il veut faire. Peut-être qu'il a déjà repéré un chef opérateur qui a déjà fait du beau travail dans ce sens. Et tout de suite, il le contacte et puis ils essaient de travailler ensemble. Et donc, en lisant le projet, en revoyant le projet ensemble, tout de suite, comme vous avez dit, le rythme s'installe. Et justement, un film doit être fait du rythme. La vie même est faite du rythme, le cœur bat. Voilà, le cœur bat. Et donc, tout de suite, le rythme dans lequel on filme, après ce rythme-là, il faut qu'un film soit rythmé. Tu vas tac, tac, pim, tac, tac. Il faut que ce soit rythmé. Et donc, on travaille tous en tout cas, pour réussir, il faut une harmonie. Il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Et rapidement, quand on oublie quelque chose ou bien on est en train d'aller en erreur, que quelqu'un puisse rappeler l'autre ou dire non, chef, écoute, tu es en train d'oublier ça. On avait prévu de faire ça, comme ça, comme ça. Donc, et généralement, quand c'est comme ça, quand tout est vraiment bien préparé, tout est bien ensuite. J'aimerais bien rebondir sur ça, mais on n'a pas le monopole de la parole. Nous avons nos amis de l'association des ciné-clubs universitaires. Eh bien, Wilfried Kaboré a une question. S'il a le micro, je vais lui passer la parole pour sa question. Merci pour la parole. Tantôt, j'entendais dire qu'il faut se rassurer que l'acteur... Je ne suis pas sûre que Éléonore entende. Parlez un peu plus fort. Tantôt, oui, ok. Tantôt, j'entendais dire qu'il faut se rassurer que l'acteur
ne fabrique pas un autre produit Oui. différent. Voilà, donc moi j'aimerais savoir si il est obligé de suivre mot par mot le scénario écrit ou bien bon, il peut improviser pour mettre sa création aussi pour donner un bon produit. D'accord. Question. Question. Le droit d'être un mauvais élève en fait, tu veux dire. C'est ça? Ou alors de faire son cours à côté. Question pour le réalisateur et pour l'actrice. Éléonore. Je commence. Vas-y. Alors, on va dire pour plus de prudence, pour plus de professionnalisme, c'est mieux de s'atteler à ce qui est écrit. Alors après, on va dire dans les discussions avec les réalisateurs, vous savez, les auteurs de textes, souvent il y a ceux qui tiennent mordicus à leur texte, mot pour mot. Il y a ceux-là voilà, à qui ça ne pose pas grand problème en fait, de ne pas retrouver tous les mots. Mais on va dire le meilleur conseil, c'est de s'atteler à ce que le texte dit, mot pour mot, et de s'en approprier, justement, pour donner l'impression que ça vient de soi-même. Jusqu'à avoir autorisation de faire autrement, réel. Exactement. Oui, en fait, il faut avouer qu'avant de confier un rôle à un comédien, il y a la description du personnage qui intervient avant. Il faudrait en fait que l'acteur lui-même comprenne d'abord c'est quoi la personnalité du personnage qu'il doit incarner. Du coup, en ayant cette compréhension de base, l'acteur souvent amène un plus dans ce qui était initialement écrit. Ça peut être certes uniquement en rendant le texte mot pour mot, comme c'est écrit par le truc, mais en proposant souvent des intentions de jeu. D'accord. Qui n'ont pas véritablement été perçues au départ par le scénariste ou le metteur en scène. Ça, c'est un. Deux, ce qui est aussi assez important, c'est les propositions pendant les répétitions. Parce que pendant les répétitions, on arrive souvent à caler les choses qui sont assez importantes, qui permettent en fait à l'acteur de ne pas être dans un faux jeu. De ne pas être dans un faux jeu, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait deux compréhensions du personnage. La compréhension, elle est unique. Qu'est-ce que c'est le faux jeu? Le faux jeu, c'est exactement de faire ce qu'on n'a pas dit de faire. C'est aussi simple que ça. De nous amener à un autre personnage que ce qui a été dessiné. C'est ça le faux jeu. D'accord. Deuxième question de nos amis. Donc, Moussone Ahmed a une question. Et merci pour la parole. Et nous savons tous que pour avoir un bon produit fini, il y a un travail d'équipe qui est là. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on entend par qualité de comédien et qualité d'un technicien. C'est quoi les qualités recherchées chez un technicien, chez un comédien? Tiberi. Pour les techniciens, bon, c'est un peu dur à répondre facilement parce qu'il y a plusieurs types de techniciens. Absolument. Le fou dont on veut souvent sur le plateau. La qualité vraiment essentielle d'un technicien, c'est d'être à l'écoute de son patron, le réalisateur, être disponible. Et la qualité la plus essentielle qui manque souvent sur nos plateaux, c'est être à l'heure aussi. Ah, la ponctualité. La ponctualité. D'accord. Je dirais c'est la ponctualité. C'est être à l'écoute, c'est être assidu et aussi être très intelligent. D'accord, ok. Très intelligent. J'ai envie quand même d'avoir la réaction de Arnaud sur cette question parce qu'il n'est pas que compositeur de films, de musique de film. C'est quoi les qualités recherchées chez un technicien? Je pense que les qualités d'un technicien, je suis assez d'accord, c'est la rigueur. La rigueur. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de rigueur. Et pour avoir de la rigueur, il faut avoir de la méthode. Et pouvoir avoir de la méthode, il faut avoir appris. Oui. Et pour apprendre, il faut un peu d'humilité. Donc on pourrait aller comme ça en charade en charade. Je pense que oui, c'est ça. Effectivement, un technicien est quelqu'un qui va faire partie d'un ensemble créatif. Il va participer à cette narration extraordinaire qu'on va découvrir une fois que le film est monté. Mais le technicien, c'est vraiment ces pierres. Si une pierre est mal posée dans un mur, il y a des chances que le mur soit bancal, quoi. Donc je crois que c'est effectivement c'est la rigueur. La première des choses, c'est la rigueur. Au-delà du talent réalisateur, qu'est-ce qu'il faut aux comédiens en termes de qualité? Commençons déjà par le talent. Oui. Qu'est-ce que le talent? Oui. Commençons déjà par le talent. Le talent pour moi, pour un comédien, le talent c'est d'abord celui qui écoute.
Parce que déjà, quand on prend un comédien, c'est d'abord celui qui écoute. Qui écoute. Qui écoute beaucoup et qui propose. Ok. Et qui propose. Donc il est dans une dynamique de co-construction. Tout à fait, il est dans une dynamique et qui travaille toujours comme ce qu'il a dit. Un comédien, c'est comme un bateau qui est dans un gros navire, qui traverse les océans, mais il ramasse beaucoup de trucs dans les soutes. Il faut toujours qu'il arrive à... C'est ça le comédien. Le comédien doit être celui qui est à mesure de toujours se remettre en question. Et pas que le comédien et tous les techniciens, c'est sur toute la chaîne. Ok. C'est celui qui arrive à se remettre en question. Ok. Moi, j'ai envie de savoir sur quoi Éléonore travaille le plus pour la construction de sa carrière, en termes de qualité. Sur quoi je travaille? Qu'est-ce que tu cultives le plus en termes de qualité et que tu peux dire facilement comme ça? Alors, on va dire que j'essaie de diversifier. Par exemple, je fais, on va dire, je fais un peu de danse. Par exemple, j'aime chanter. Je chante beaucoup. J'essaie de chanter, on va dire, aussi bien que, par exemple, les artistes eux-mêmes. Même si, voilà, c'est pas toujours avec la bonne gamme ou machin, parce que, voilà, j'ai pas pris des cours spécialement pour ça. Je fais, par exemple, j'ai pris quelques cours d'arts martiaux. D'accord. Et ça, c'est important parce que on veut qu'un acteur soit assez polyvalent et qu'il ne soit pas, on va dire, tout fragile ou tout... tout limité. À beau être le prince ou la princesse dont toute la production s'occupe, il a quand même quelque chose à apporter. Exactement, exactement. Donc c'est un peu de tout ça, plus bien sûr le vécu, qu'est-ce qu'on observe par exemple au quotidien, dans la vie, et puis qu'est-ce qu'on lit par exemple dans les informations, qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire en général. C'est tout ça en fait qui fait qu'un acteur peut être un bon acteur, ou peut-être un acteur justement qui tout de suite percute quand on lui parle d'un certain sujet. D'accord. Mais Tom, il nous reste 5 minutes d'émission. Oui. J'ai une dernière question, absolument. Ça va vite. J'ai une dernière question quand même pour nos invités. On a parlé de comment ça doit se passer en vrai. Donc, comment ça doit se passer idéalement. Mais en vrai, c'est quoi l'ambiance d'un plateau de tournage au Burkina? Est-ce que tous les plateaux sont les mêmes? Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a des grandes différences? En fait, je vois Thibéry qui sourit tellement que je sens qu'il va prendre la parole en premier, là. Il a envie de dire certaines choses. Alors, à cette question simple, est-ce qu'on a l'impression que l'ambiance, est-ce qu'il y a une ambiance générale sur les plateaux burkinabés, ou est-ce qu'il y a au contraire des façons différentes de travailler entre les différentes équipes et les différents réalisateurs? Oui, je parlerai de ma petite expérience personnelle. Parce que moi, en général, en tant que chef opérateur, nous avons cette liberté que les réalisateurs nous donnent très souvent de choisir la plupart des techniciens proches de nous, avec qui on va travailler. Par exemple, l'équipe machino, l'équipe électro. Donc très souvent, on retrouve les mêmes techniciens, on est tous ensemble. Donc c'est toute une ambiance bon enfant. Mais en plus de cela, il faut reconnaître qu'on est quand même au Burkina Faso. Nous ne sommes pas 5000 techniciens de cinéma. Donc je dirais aujourd'hui c'est la grande famille. On se retrouve presque les mêmes sur les mêmes plateaux. En tout cas pour la plupart des plateaux professionnels. Et on a aussi une association de techniciens indépendants, et dont le réalisateur ici présent est le président. Donc au travers duquel on discute, on se rencontre très souvent. Donc ça fait que pour la plupart du temps, l'ambiance est très bonne. Voilà. Ça, c'est l'avis du chef opérateur, précis. Et ton avis, Arnaud, si je peux me permettre, des plateaux que tu as fréquentés? Oui, j'ai eu l'occasion d'en fréquenter quelques-uns. En général, l'ambiance de plateau, c'est un peu déconcertant quand on ne connaît pas, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On arrive et puis on regarde, et puis tout le monde est très concentré.
On voit le chef opérateur qui fait sa lumière, tout le monde s'installe, les comédiens sont dans leur coin, ça ne parle pas. C'est très calme. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Et tout d'un coup, il y a le premier assistant qui déboule, qui dit, allez, on y va maintenant, c'est fini. Allez, hop, hop, il fait dépêcher. Hop, et puis tout d'un coup, tout le monde s'arrête et puis ça travaille. Non, je crois que tous les plateaux du monde sont quand même un peu les mêmes. Ceux que j'ai vus ici au Burkina, en Côte d'Ivoire ou en France, les techniciens sont des techniciens, les plateaux sont des professionnels. Donc on retrouve la même chose un peu partout. Je voulais ajouter un truc, c'est que le cinéma, il faut le savoir, la plupart des gens qui sont techniciens de cinéma, qui travaillent dans ce monde-là, c'est généralement par passion. Oui. Donc ça fait qu'à chaque fois, quand on se retrouve pour travailler, on se retrouve pour s'amuser, voilà, pour ressentir ce plaisir-là. C'est sûr. Et quand ça manque, on est souvent un peu désorienté. Il faut que ça revienne. Voilà, on est déjà content de se retrouver, de travailler. Pas forcément tout de suite pour voilà, les raisons pécuniaires ou autres, mais généralement c'est déjà pour la passion. Retrouver, créer quelque chose, travailler. C'est ça. Alors, avant que M. Lengani termine, on va passer la parole à Éléonore. En tant que comédienne, quelle est toi ton appréhension des ambiances sur les plateaux de tournage ici au Burkina? Une appréhension, c'est... Est-ce que... A priori, j'ai pas d'appréhension, mais moi j'aime bien... Thierry disait tout à l'heure qu'au Burkina, il n'y a pas 5000 techniciens et tout. Donc c'est toujours agréable en fait d'arriver sur un plateau et de connaître quand même des visages. C'est très important. On va dire, on a des repères comme ça. Après, bon, on se fait... on va dire... Tu vois, on crée des liens justement pour pouvoir ou passer du temps quand on n'est pas en train de tourner, ou bien se taper une petite discussion, ou bien... En tout cas, je veux dire, les plateaux que j'ai traversés sont, on va dire, chacun avec sa particularité quand même. D'accord. Oui. Donc on ne peut pas avoir une appréciation commune de tous les plateaux que tu as déjà eu à faire? Difficilement. D'accord, ok. Et pour terminer, M. Lengani. Il faudrait d'abord insister sur le fait que l'ambiance d'un plateau est assez importante même pour la bonne marche du film, pour le bon tour. Pourquoi est-ce que je dis ça? Très souvent, il y a des productions où on fait souvent des fêtes de plateau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir cette ambiance, il faut maintenir cette cohésion-là entre les différents membres de l'équipe. Pourquoi? On fait un travail passionnant, certes, mais ô combien fatigant et pénible. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ô combien fatigant, pénible et stressant. De temps en temps, il faudrait faire redescendre ce stress-là un peu, permettre aux gens de rester tranquilles et puis jeûner. D'où l'importance, parfois, on a l'impression que les gens du cinéma, ils aiment faire la fête. Pourtant, non, les fêtes que nous faisons, c'est des exutoires. Ça nous permet de sortir plus. C'est nécessaire au travail. Exactement, ce stress accumulé sur les plateaux-là pour pouvoir rebondir de manière normale et d'aller de manière conséquente. C'est vrai qu'il y a des plateaux où l'atmosphère est totalement pourrie, surtout les plateaux un peu à l'occidental, entre grippes, où les gars viennent, l'atmosphère est un peu pourrie, mais pour ce que je sais, des plateaux burkinabés, l'ambiance est bonne enfant. Et c'est sur cette note-là que l'on va clore cette émission, parce qu'on nous fait signe qu'on a terminé le temps qui nous était imparti. C'est sûr qu'à partir de là, on aurait aimé se lancer dans une autre discussion, mais je vous rassure, BF1 fait son FESPACO, ça continue jusqu'au 6 mars. Donc on a encore rendez-vous chaque soir de 21h à minuit. On dit un grand merci à nos invités, Tom. Mais oui, merci beaucoup à vous quatre de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir discuté avec nous. C'était vraiment passionnant. Franchement, c'était superbe. Et j'espère que les spectateurs, vous en avez profité aussi, que vous avez apprécié ce moment de cinéma, de découverte. Et on vous dit à bientôt. Je sais que vous êtes sur des projets importants actuellement, les uns comme les autres. Donc on vous souhaite aussi beaucoup de courage, beaucoup de réussite dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et voilà. Et on dit merci à nos amis de l'Association des ciné-clubs universitaires et à vous, chers téléspectateurs. Vous le savez, on a rendez-vous demain soir avec d'autres invités et un autre sujet toujours autour du cinéma car BF1 fait son FESPACO. Et à la suite de ce plateau, vous aurez droit en court-métrage au film La lutte continue de Marie-Laurentine Bayala à 22h et à 22h30 à Bout de souffle de Oumar Dayan.
On vous souhaite une bonne suite en disant un grand merci. Si on a parlé des techniciens au cinéma aujourd'hui, moi je veux dire un grand merci à tous nos techniciens qui sont au studio, à la régie et qui justement contribuent à ce que nous soyons en direct. Ils font le même travail que nos techniciens ici, nous mettre nous, présentateurs et animateurs, à l'image et à l'honneur. Merci beaucoup à eux et à demain. Bonne suite, très bonne séance sur BF1.